Diagonale, l'actualité du jeu d'échecs, bonsoir. Ce soir, Stéphane Laborde va arriver. Nous sommes maintenant avec le maître international et ami, Arnaud Hochard. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Donc Arnaud, tu es ici sur le plateau de Diagonale puisque nous célébrons un événement. C'est la confirmation de l'organisation du Grand Prix du Sénat Canal Web avec donc ta participation. Oui, en effet. Où tu joueras les 6 et 7 mai donc contre Alexei Chirov, Joël Lautier ou Victor Korchnoi. Et Victor Korchnoi, ça. Enfin, tu joueras un des trois à la première ronde et un des trois à la suivante. Donc ce tournoi, comment tu ressens ton invitation à ce tournoi ? Ça va être un tournoi particulier à cadence rapide, ce qui théoriquement n'est pas mon fort, mais avec mes résultats actuels, j'ai pas à rougir face à des joueurs comme Korchnoi ou Lautier. Bon, pour Chirov, ça sera plus dur, qui sera pour moi mon grand favori du tournoi. Et j'essaierai de faire au moins une nulle si je le rencontre sur 2 parties. Mais pour le reste, je me sens prêt. D'accord. Bien, alors après cette petite introduction sur ta participation, je vois que Stéphane est de retour parmi nous. Donc voilà. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Donc on va parler aujourd'hui, je crois Éloi, du tournoi de Monaco sur lequel on a donc un reportage exclusif et remarquable de Jean-Luc Chabanon. Jean-Luc Chabanon et Laurent Chaput se sont déplacés, donc Laurent Chaput qui est notre caméraman fétiche de Shadows Prod, se sont déplacés à Monaco et ont ramené un reportage blindé. Puisqu'ils ont eu les interviews de beaucoup de joueurs, c'est des interviews de très bonne qualité, et on découvrira donc avec ces images un cadre vraiment superbe mais très très joli dans ce superbe hôtel métropole de Monaco. On découvrira 2 joueurs qu'on n'a pas encore vus aussi, c'est je crois Topalov et Ivanchuk sur ces interviews, et surtout Ivanchuk. Oui, Ivanchuk était vraiment exceptionnel, donc ça vous le découvrirez tout à l'heure. C'est un joueur qui a fait couler beaucoup d'encre pendant sa période d'activité. Vraiment très excentrique, un joueur assez exceptionnel. Et là, il était un peu tombé au creux de la vague, mais maintenant il revient à Monaco. Donc à Monaco, sa participation, il ne joue pas très bien, mais il est là en image et en interview pour Diagonale. Bon alors, pour démarrer donc ce sujet, je cherche ma caméra, je ne sais pas laquelle c'est. Donc voilà, pour démarrer ce sujet, on va tout d'abord voir un clip donc de Monaco, un clip où on voit donc la salle et les joueurs. Donc ici Alexei Chirov. Voilà. Alexei Chirov qui joue donc. Alors là c'est Anatoly Karpov en train d'analyser une partie avec sa partie avec Alexei Chirov. Oui, Anatoly Karpov à l'analyse. Ici Joël Lautier, notre numéro 1 français. Ouais. Et là vous voyez à la gauche Ivanchuk qui joue contre Jeroen Piquet. Donc vous avez l'occasion de voir un peu les décors. Là c'est la salle d'analyse avec le bouillonnant Ljubojevic que tu connais Arnaud. Oui, parfaitement. Il parle plusieurs langues, je crois 7 langues. Donc, et en plus il est sympathique, ce qui fait que la Topalov. Alors on va maintenant Topalov, le fier Topalov qui donc fait un excellent tournoi puisqu'il est co-leader, il était co-leader avec Chirov. Là on voit Piquet. Analyse entre Lautier et Ljubojevic. Ljubojevic toujours agressif, toujours à l'attaque. D'ailleurs, il est debout. Nikolic, un peu le joueur surprise de ce tournoi. Disons qu'il est clairement moins fort que les autres. Et là, le favori, celui qui gagne tous les ans depuis plusieurs années, à quelques exceptions près probablement, mais en tout cas le meilleur joueur de ce tournoi de Monaco depuis sa création, Vladimir Kramnik. Maintenant, c'est de nouveau Alexei Chirov. Donc, c'est les 2 derniers joueurs qu'on vient de voir ont participé tous les 2 au tournoi de Linares. Donc, vue d'ensemble de la salle. Là, c'est des parties à l'aveugle. Oui, donc là, on voit des ordinateurs, les joueurs donc jouent. Alors là, c'est un passage vraiment tout à fait particulier. Là, on voit Van Veli là, qui se prend la tête et on va voir que les joueurs là font des efforts visibles. Anatoly Karpov serein et là, Vishwanathan Anand, qui réfléchit, on ne sait pas trop comment, donc, à l'aveugle. Donc il voit un échiquier vide sur l'ordinateur et il joue le coup comme s'il déplaçait une pièce avec la souris, mais c'est des cases vides. Et là, Van Veli, voilà. Van Veli en pleine méditation. Là, il est perplexe devant sa position qu'il ne voit pas, qu'il est en train d'imaginer, tout simplement. En tout cas, on a l'impression qu'il souffre. Hein. L'impression qu'il souffre pour extraire la position de... Ah ouais. Voilà, l'élément phare du tournoi, vraiment le joueur le plus exceptionnel, Ivanchuk. On a Ivanchuk, voilà. Pour finir.
Tu as déjà vu toi Arnaud ce tournoi de Monaco ou c'est la première fois que tu vois des images? Non, j'ai vu les parties, mais c'est la première fois que je vois des images. Ça, ce qui est bien justement, c'est de pouvoir voir nos champions à l'œuvre. Et la plupart du temps, c'est trop loin pour des petites vacances à Monaco. Je me contente juste de regarder les parties. Tu les suis sur Internet? Je les suis sur Internet. Et alors, donc, tu as un peu regardé depuis le début de ce tournoi, qu'est-ce que tu penses donc c'est Shirov qui domine ce tournoi, donc c'est un tournoi non officiel, il faut le rappeler peut-être aussi Hello, c'est des parties... Plus décontracté peut-être que des parties qui compteraient pour le Hello. Mais je crois que le mécène qui se cache derrière cette organisation aime les défis et les choses un petit peu comme les tournois de génération avec femmes contre champions, anciens champions du monde. Oui, en fait, il aime bien ajouter une touche d'originalité au tournoi, c'est-à-dire un enjeu exceptionnel. Ici, c'est les meilleurs joueurs qui s'affrontent dans les parties à l'aveugle, ce qui est effectivement exceptionnel. L'autre tournoi, c'est les femmes contre les vétérans, donc un challenge intéressant puisque les scores sont a priori équilibrés. Donc Joep van Oosterom, puisque c'est le nom de l'organisateur, aime ce genre de challenge, de défi. Il rajoute un peu de piment à la sauce tournoi d'échecs en tout cas. Donc on va rentrer un peu plus maintenant dans ce tournoi de Monaco, un peu plus dans le détail, avec une présentation de ce tournoi par Jean-Luc Chabaneau lui-même, donc le maître international Jean-Luc Chabaneau, qui a fait ce reportage. Voilà, une petite présentation. Diagonale TV, International Chess News. Nous sommes actuellement devant le Metropole Palace à Monaco, où se déroule la 9e édition du tournoi Amber. Rappelons que ce prestigieux palace, entièrement reconstruit en 89 dans le plus pur style Belle Époque et possédant la plus grande superficie du carré d'or monégasque, s'associe à toutes les plus importantes manifestations de la région. Ici et toute l'année, il n'est pas rare de croiser des stars internationales comme les chanteurs Enrico Iglesias, Axel Red et Sting, l'athlète Maurice Green et les plus belles voix de l'opéra avec par exemple le grand Luciano Pavarotti. Cette semaine, les vedettes qui sont Joël Lautier, Anatoly Karpov, Alexei Shirov, Vassili Ivanchuk, l'Indien Anand, Jeroen Piquet, Kramnik et tous les top joueurs de la planète vont lutter âprement sur 64 cases en semi-rapide et au jeu à l'aveugle. Encore un grand bravo à la fondation Max Euwe et Jon van Oosterom qui font de cet événement un grand moment des échecs. Voilà, donc on a vu Éloi, Jean-Luc Chabaneau en pleine forme et je crois qu'il a passé un très bon moment, il était très heureux d'avoir fait ce reportage. On peut rappeler que Jean-Luc est actuellement connecté sur le chat de Canal Web. Donc si vous regardez cette émission sur le site de Canal Web, www.canalweb.net, vous pourrez, en ouvrant la fenêtre de dialogue, la fenêtre de chat, dialoguer en direct avec Jean-Luc Chabaneau et donc lui poser des questions sur ce qu'il a ressenti sur place. Donc ça sera encore plus personnel. Voilà, donc ça c'est si vous pouvez avoir accès au chat, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, on a l'impression que c'est des vacances, Arnaud, et je crois que c'est le cas. D'abord, les joueurs ils vont avant tout pour kibitzer, on appelle ça. Pour kibitzer. Oui, j'aimerais bien. Quand il y a eu le championnat du monde à Lyon entre Karpov et Kasparov, j'étais le premier spectateur. Et c'est vrai que c'est très agréable de voir ces champions qu'on connaît tellement bien à travers leur partie, mais tellement peu finalement, en ce qui concerne leur personnalité ou leur... Même les visages, le trait de visage. Et t'as eu l'occasion de côtoyer un champion du monde, je crois que c'est Boris Spassky, que tu connais très bien puisque t'as joué avec lui. Même Karpov. Karpov a joué plusieurs fois dans mon équipe aussi. Karpov également, alors qu'est-ce qu'ils ont en plus? Ils ont une certaine, un certain équilibre, je dirais, dans leur passion. Ils sont tellement forts que ça se sont créés une carapace. À mon avis, ce sont des gens d'exception au niveau du caractère. Je pense pas qu'on puisse être faible psychologiquement pour arriver à ce niveau-là. Surtout pour Spassky et Karpov qui, je pense, sont arrivés à ce niveau grâce à leur façon d'être et leur psychologie, je pense, pour eux. Si on me remet ça dans le contexte politique, entre guillemets, des tueurs. Oui, tout à fait. Oui. Pour survivre dans la situation qui était la leur à cette époque-là, il fallait avoir du caractère et effectivement, les champions du monde d'échecs en avaient, ce qui leur a permis de franchir toutes les étapes de la progression des joueurs d'échecs. Alors, un qui doit avoir du caractère, c'est Anand. Il a refusé une interview à l'INARES parce qu'il avait fait un mauvais tournoi. Et donc là, on a réussi à avoir une interview. Oui, alors nous, non, mais Jean-Luc Chabaneau, oui, avec la technique qui est la sienne, qu'on ne connaît pas. Il a réussi à avoir une interview de Vishwanathan Anand, le numéro 2 mondial. Et donc, on va découvrir les images tout de suite. TV, International Chess News. We are in the Metropole Palace in Monaco, and there is now it's finished the 10th round of this super tournament of Amber, and I am glad to meet Mr. Vichy.
Anand from India and very super grandmaster. And hello, Vishy. Hello. And I like to ask you some questions about this tournament. Difficult big start of tournament, and now you come very hard today. You won your 2 games. Yes, well, of course, I was a bit unlucky in this 3rd round, and also in the round before that. But okay, it's the nature of these events. You make a mistake, it's your problem. So. Well, it's too early to start talking about a comeback and everything, but obviously I'm very happy with how it went today. So I think I played quite well, but it's too early for me now to start thinking about, and I'm just enjoying the tournament now. So. Yeah. Now, I said a bit disappointed in quick chess because you are very famous as a very quick player, yeah? Isn't it? Well, let's not do too much analysis. It's only 5 rounds so far, and well, we'll wait a little bit more before we summarize it. So you played in Linares. It's not a very good result. And what is your next tournament after Monaco? Well, Linares, yes, is one tournament to be forgotten, and I will play in Reykjavik after this tournament. It's a strong category? Yes, Kasparov, myself, Timon, so quite a few strong players will be there. Reykjavik is an old rendezvous. 10 years ago, many tournaments in Reykjavik from PCA, or I remember. Yeah? Yes, well, Iceland is a fantastic country, of course, for chess, and it's a very nice place to visit. I like it. So. Oui, voilà, donc on parlait effectivement de ce semi-rapide de Reykjavik. Donc c'est donc un semi-rapide où Anand va jouer donc avec Kasparov après ce tournoi de Monaco. Que nous dit Anand encore une fois, il a parlé du tournoi de Linares un petit peu, je crois. Oui, il a été assez bref sur le tournoi de Linares. Il a dit que c'était un tournoi oublié au plus vite et que ici il était là pour s'amuser et continuer à voir un peu comment se passait le tournoi, à voir les joueurs d'échecs qui sont après tout des amis. Hein. Je pense pas qu'il y ait de rivalité trop marquée. Donc Anand est là, il est content d'être là. Il joue ses parties tranquillement, sans se soucier trop du résultat. Enfin, les amis, Kasparov et Karpov, c'est pas sûr. Hein. Si. Alors non, il jouait à la belote pendant le championnat du monde d'échecs. Il savait qu'il avait devant les caméras, tout ça, mais derrière, pendant les voyages, il jouait à la. Tout ça, c'est un peu du cinéma. Ouais, tout ça, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. C'est toujours bon. Difficile avec ces joueurs. Par contre, il y a quelque chose que Jean-Luc Chavanel a dit qui est intéressant, c'est qu'Anand est connu, fameux, pour être un joueur d'échecs très rapide. Donc, les cadences rapides devraient lui être favorables. Et pourquoi alors? Tu peux raconter? Ça c'est parce qu'en partie sérieuse, il bénéficie du fait de jouer rapidement, de mettre une pression à la pendule. Ici, les joueurs se lâchent peut-être davantage, et l'avantage psychologique qu'il obtient dans les tournois de parties sérieuses, qui sont justement de mettre la pression au temps, est moins efficace ici. Alors c'est peut-être moins vrai aussi maintenant qu'avant, peut-être Eloi, où il était beaucoup plus rapide, et on l'appelait le Lucky Luke des échecs. Oui, effectivement, maintenant il déclare lui-même que son jeu est plus réfléchi, qu'il dépense plus de temps, qu'il met moins la pression au temps à ses adversaires. Effectivement, il va vers un jeu plus pur, hein, tout simplement. Il arrête de jouer sur le facteur temps, sur la pendule, et il essaie de jouer simplement les meilleurs coups. Bon, chacun sa technique. Avant, il a marqué beaucoup de points en jouant vite, maintenant il marque beaucoup de points également en jouant lentement. Donc apparemment, tout semble lui réussir. Et sinon, j'étais assez d'accord avec Cédric Arnaud sur le fait qu'en semi-rapide, tout le monde joue vite, donc le joueur rapide n'est pas avantagé. Le joueur rapide n'est pas avantagé. Alors, on va maintenant voir une interview de Veselin Topalov, intéressante à double titre. Bon, d'abord, c'est la première fois qu'on a une interview qu'on diffuse une interview de Topalov donc sur Diagonale. Et c'est aussi une interview où il va parler un petit peu de la partie qu'on va voir aujourd'hui, puisqu'on aura le temps de regarder cette fameuse partie entre donc Topalov et Gelfand, très très jolie partie. Il va en parler donc tout de suite, Veselin Topalov. C'est des petites images sur la partie, Topalov contre Gelfand. Donc là on voit Topalov qui réfléchit. Et après il y a l'interview. Hein. Voilà, il joue. Donc Boris Gelfand, un joueur qu'on ne présente plus vraiment, il est israélien, russe d'origine, enfin biélorusse. On joue évidemment très bien, 2700 points Elo. Attention parce qu'il faut, voilà. Donc oui, ici c'est bientôt l'abandon, on peut déjà le programmer. La Najdorf de Boris Gelfand n'a pas vraiment tenu. Là il s'aperçoit, voilà, et abandonne. Donc pas d'applaudissements évidemment, puisque d'autres joueurs sont encore en train de jouer. Et l'interview va démarrer.
Diagonal TV, International Chess News. We are now in the Metropole Palace and I am speaking with Mr. Veselin Topalov. Hello. Hello. Hi. So I have just two questions, very important questions. And first is people, spectators would like to know why you are not playing so much at this moment. It was in fact because last year I played too many games, and at the end of the year I was just very tired. And also the other reason is that I expected to be in the Bulgarian army in the beginning of this year, so that's why I cancelled all the tournaments. And we'd like to know also, you know, you have played a very beautiful game today. Congratulations. And we'd like to know the secret of these games, if it's not so much. It was in fact a very complicated game, and I think I was just better prepared than Boris, and it was a very fashionable line nowadays. I studied it for some time, and I decided that it's playable. And Boris, he also thought the same, but I think he just knew a little bit less, so he lost very quickly. Because in these kind of positions, if you don't use computer, if you have to know a lot to play them. And I think he was this time he was not so well prepared, or maybe he was just bad luck. He had just bad luck because if he played it against some other player, maybe he would have won the game. In the analyzing room, we talked with his second, and he told us that they forgot the consequences of pawn take e6. Yeah, okay, but yeah, that's what I'm saying. That when you want to play lines like this, so sharp lines, then you should study all the moves. I mean, it's just every move you should study. And I think it was an interesting idea, but they were a little bit unlucky. Okay, so good luck for the rest. Voilà, donc Veselin Topalov qui nous dit que l'année dernière, donc, je crois Arnaud, donc il a joué trop de parties en fait. Oui, peut-être. Pour moi, Topalov reste un petit peu mystérieux comme joueur parce que il joue des lignes très compliquées. Je ne jouerai jamais ce qu'il joue déjà. Et ses ouvertures m'intéressent guère. C'est axé sur la préparation et aussi il met un pressing psychologique assez important. Je ne pense pas que son style soit pur, mais bon, ça reste un très fort joueur. Et comme il joue beaucoup, effectivement, des fois ça l'a amené à la catastrophe. J'ai même été surpris qu'il conserve son classement Elo, parce qu'à une époque, régulièrement, il finissait dans les dernières places. Je ne sais pas comment il réussit ce miracle. Oui, dernier place de très fort tournoi. De très fort tournoi, mais quand même, il maintient un Elo à plus de 2007 et entre joueurs, on en parle beaucoup et on ne sait pas trop comment il fait. Il y aurait donc peut-être des petites magie Topalov. Je ne sais pas. On a parlé de matchs éventuellement en Bulgarie, éventuellement. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas dire de jeter de l'huile sur le feu, mais. Ah, ok, Éloi, donc on voit qu'Arnaud soulève une polémique. Oui, Arnaud soulève une polémique. Bon, moi, je vais pas revenir dessus. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, en tout cas, petite remarque sur le jeu de Topalov, c'est que il joue sans compromis. Il joue toutes ses parties à fond pour le gain. Effectivement, ça peut le conduire à la catastrophe, mais ça peut également le conduire à dominer le tournoi, comme par exemple ici à Monaco, où il était en tête après 6 parties, c'est-à-dire après 12 rondes, puisque chaque partie est double. Une partie à l'aveugle, une partie en jeu semi-rapide. Donc il est en tête après 6 rondes, après 12 parties. Donc effectivement, ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. C'est-à-dire qu'un joueur qui va jouer solide sans prendre de risques ne sera pas en tête d'un tel tournoi. Alors que Veselin Topalov, qui est en principe moins fort que tous ses joueurs, c'est-à-dire qu'il est en milieu de tableau, au milieu moins, ici arrive à s'illustrer et à dominer le tournoi. Donc ça, c'est très fort. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit, Veselin Topalov? Sur la partie contre Gelfand, il disait, il répondait à Jean-Luc Chabanon, qui posait ces questions, quels sont les secrets de cette brillante partie. Il disait que c'était d'abord une préparation à la maison, donc, et que pour connaître les coups qu'il fallait jouer à ce moment-là, quand il a joué le coup pion prend E6, alors on y reviendra tout à l'heure, mais quand il a joué le coup pion prend E6 avec les blancs, c'est là que Gelfand a perdu le fil et que lui connaissait parfaitement ce qui allait se passer. Oui, tout à fait. Alors il a mentionné que dans ce genre de positions qui sont extrêmement compliquées, qui sont connues par la théorie,
C'est-à-dire que ça a déjà été joué, donc les deux joueurs étaient vraisemblablement au courant de la position qui pouvait arriver sur l'échiquier. Il fallait se faire aider d'un ordinateur. D'un ordinateur, ce qui est très important. Alors je ne sais pas ce que Arnaud en pense. Est-ce que tu analyses toi-même avec un ordinateur pour vérifier des variantes très aiguës? Non, jamais. Je pense qu'à leur niveau, dans certaines variantes à la mode, comme ils disent, ils sont forcés d'analyser avec l'ordinateur. Mais j'ai souvent remarqué que les nouveautés étaient d'anciens coups. Et la nouvelle génération aime bien les variantes à la mode. Et c'est un petit défi entre eux, savoir qui a le mieux analysé telle ou telle position. Je pense qu'ils pourraient très bien jouer autre chose, mais c'est devenu un peu nouveau, le fait qu'il y ait des variantes à la mode, vraiment, mais à la pointe. Ça devient... Oui, à la mode, parce qu'ils le jouent régulièrement, comme actuellement, on a vu beaucoup de Petrov à Linares, par exemple. Je pense que ça les amuse de se défier entre eux, qui a la meilleure préparation. Je pense que ça, évidemment, ça demande énormément de travail, et c'est pas encore mes compétences d'en arriver là, de chaque semaine, de trouver dans une position à la mode un coup qui embêtera l'adversaire. C'est du top niveau. D'accord. Donc on va revenir donc maintenant à notre reportage avec une interview d'Alexei Shirov. Donc juste après Linares, on avait donc déjà une interview à Linares. Donc là c'est le leader du tournoi, donc on pouvait pas le rater. Et donc Alexei Shirov avec donc une petite déclaration de probabilité. On va voir. To meet Mr. Alexei Shirov. Hello, Alexei. Hello. Yeah, it's very interesting this tournament for spectators because you and Veselin seems to be very determined to win this tournament. The fight for first place is very balanced now. I wouldn't say so. I came here just basically to have some rest because I had I had a very tough Linares tournament before, and then I also played some team competitions after Linares, so I came here totally exhausted. So I thought, okay, it's a nice place, nice hotel, I'm going to have some rest, and hopefully, I mean, they're not going to start beating me in chess from the very first day. And then suddenly my tournament was quite good, so now I feel like I rested a little, and I have some points, so I can fight. So. You don't think? Yeah. You don't think that you are playing too much? Because I saw in Germany you play not good. Yeah, well, okay, yeah, that was the game which we had to play at 9 o'clock in the morning, so that was the main reason. If you refer to that game, so I must say that I normally go to sleep quite late, and so to play at 9 o'clock in the morning was too much for me. So. And the public of Diagonal TV like to know if what is your next rendezvous after Monaco? Well, I don't know yet. I know for sure that I will play in Sarajevo, which is in the second half of May, which will be a very strong tournament there with Kasparov, Kramnik, Topalov playing. So this will be the most important thing for me, and maybe I will take part in a short rapid chess tournament in Paris 1 week, I think in the first weekend of May, but this I don't know yet. So. You know, like in your book, Fire on the Board, it seems that you always like to create amazing chess, very fighting. It's very interesting. Your games are very good for all players. Well, I don't necessarily try to create new things, but I mean, of course, yeah, it's true that I'm always fighting and trying to win, so looking for all the possibilities to win I can find. So if be it a very complicated position or be it some boring endgames, so it's just that, okay, I think that if a chess player wants to achieve the most he has to try every type of positions. So that's what I basically feel. So I think that, yeah, but it's true. I think I'm less afraid of complicated positions than some of other world best players. I don't know why. Okay, so thank you and good luck for the final. Voilà, donc Alexei Shirov en pleine forme, alors qu'il est là pour se reposer. C'est ça en fait qui se passe. Oui, c'est ça. Il dit qu'il a eu un tournoi très difficile à Linares, very tough tournament. Et il est venu ici pour se reposer. Alors c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il se repose. Et il avait hier, je crois, 6 points sur 7 au jeu rapide. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Ou c'est au jeu à l'aveugle. En tout cas, il y a une compétition parmi les deux qu'il était en train de dominer gravement. C'est au jeu rapide. Donc Alexei Shirov vient se reposer et gagne toutes ses parties, ce qui est tout à fait impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Alexei Shirov? Oui, il a confirmé sa participation, enfin en tout cas sa participation au Grand Prix de Paris. Alors, au moment où il était interviewé, il le savait pas tout à fait, mais il l'annonçait probablement, effectivement. Donc Alexei Shirov sera donc
à ce Grand Prix du Sénat, en fait, où tu vas peut-être donc jouer, Arnaud, contre lui tout de suite, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au tirage au sort, mais... Tout à fait, j'aurais très peur contre lui. Il a vraiment un jeu pur, moi je dirais, dans les complications. Il ne recherche pas le coup qui crée le plus de problèmes à l'adversaire, il essaie de jouer le meilleur coup, dans toutes les positions. Le coup, parfois, peut être très compliqué. Il préfère rentrer généralement dans une ligne très complexe, mais il n'essaye pas d'enfumer l'adversaire. Il joue aussi maintenant parfaitement les finales, il calcule très fort, positionnellement il ne fait plus les erreurs qu'il avait au début dans son style, donc pour moi c'est vraiment un joueur très complet et très impressionnant. C'est le favori de ce Grand Prix ou c'est Arnaud Auchard le favori? C'est évidemment Chirov le favori, et je pense qu'il gagnera le tournoi sans problème. Tu pars pas perdant quand même. Je pars pas perdant vis-à-vis des autres joueurs, mais bon, il se trouve qu'il a le niveau au-dessus des autres. Tu penses quand même de Korchnoi et de à moins qu'il soit malade, il peut arriver aussi qu'il ne soit pas en forme ou qu'il ait fait trop de parties avant. Mais... Donc toi, tu pars perdant. Ouais, malheureusement, j'avoue que je vise pas je ne vise pas le gain du tournoi. Mais je ne vise pas la dernière place non plus. D'accord, tu vas essayer de te caler au milieu. D'accord. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer à cette cadence-là, de toute façon. Donc, Alexei Chirov, finalement, c'est content d'être là. Oui, de toute façon, à ce tournoi de Monaco, tous les joueurs sont contents d'être là, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Excusez-moi, c'est. En fait, en ce moment, c'est un peu comme d'habitude, j'ai toujours du mal à me concentrer le vendredi soir. Donc, effectivement, Alexei Chirov. Bon, on va passer parce que on va avoir maintenant donc un joueur vraiment exceptionnel qu'on n'a jamais eu dans Diagonale non plus. Alors par contre, on va en parler un peu pour présenter pourquoi il est exceptionnel. On savait déjà avant. Bon, d'abord, c'est un joueur très très fort. Je crois que c'est un des rares joueurs contre qui Kasparov a peur de jouer. Il l'a dit lui-même. C'est le joueur que je prévois le moins, qui est complètement imprévisible. Il y a quelques joueurs comme ça que Kasparov n'aime pas jouer. Il y a Lautier, parce que Lautier mène au point contre Kasparov. Il y a Ivanchuk, parce que Ivanchuk lui a collé quelques bulles aussi. Et ce Ivanchuk là, il est particulier pour des raisons aussi externes à l'échiquier, Arnaud. Oui, et un peu comme Chirov, il a tendance à réfléchir en regardant le ciel et à abandonner. Par contre, Ivanchuk abandonne des fois prématurément certaines positions où il n'est que moins bien, et même il a déjà abandonné dans les positions nulles. Il est extrêmement fair-play, extrêmement courtois, mais avec des tics assez particuliers comme par exemple décider de ne plus parler de la journée ou pendant 2-3 jours, de s'enfermer dans sa chambre ou d'être exubérant. Il est assez particulier. Assez particulier. Je crois qu'une année, il avait gagné le tournoi de Linares. Il était parti heureux. Il avait simplement oublié son chèque. Je crois que c'est un truc de... Voilà, je pense que quelqu'un doit gérer ses gains parce que l'argent et lui, je pense que c'est deux choses qui ne sont pas vraiment compatibles. Il en gagne, quelqu'un doit s'en occuper, mais l'argent, ça n'a pas d'importance pour lui. C'est le vrai passionné du jeu. Voilà, donc le vrai puriste du jeu, peut-être le plus de tous. Ouais, avec Chirov peut-être aussi, ouais, mais peut-être encore au-delà. Je pense c'est vraiment le joueur d'échecs qui est actuellement dans le top 10 mondial. Et je ne sais pas s'il est encore dans le top 10, je ne sais pas s'il est peut-être un peu sorti. Il est ressorti du top 10, il doit être mais pas loin. 11e ou 13e, quelque chose comme ça. Oui, et je me rappelle d'une anecdote sur Ivanchuk justement, c'est qu'il jouait contre Kasparov à ce tournoi de Linares. Kasparov est arrivé à doubler ses pièces, donc Kasparov arrive, commence à toucher ses pièces et dit j'adoube. En général, phrase qui ne demande pas de réponse. Donc, on va réexpliquer j'adoube. Si on touche les pièces, on a le droit de remettre une pièce en place, à condition de dire j'adoube avant, puisque sinon on est obligé de jouer la pièce qu'on a touchée. Oui, c'est ça. Sinon, on est considéré en train de commencer à jouer un coup, alors que précéder le coup de j'adoube dit qu'on va remettre la pièce en place. Donc voilà. Donc Garry Kasparov dit j'adoube. En général, ça se passe de commentaires. Et Vassili Ivanchuk, très poliment, voire même trop poliment, lui dit s'il vous plaît. En français dans le texte, et ça avait beaucoup énervé Garry Kasparov qui avait été contrarié. Alors peut-être trop de politesse mène à des conflits de temps en temps. Donc moi je l'appelle le grand mystique des échecs, Vassili Ivanchuk. LTV, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Donc nous sommes encore à l'hôtel Métropole à Monaco et nous avons la chance de pouvoir faire la connaissance de maître Ivanchuk. Donc we are glad to meet you. Me too. Okay, so we'd like to speak about chess in general. What is your I think that you have many things to say about the chess life, and I'd like to know what you propose for chess players now. What I propose for chess players now? Now I want to play many tournaments. I want
must be right schedule in World Chess Championship, must be more tournament in normal chess. Of course, rapid chess also quite good, but I think normal chess is still more important for me. And if I not play long time for normal chess, I feel that I start to play more primitively. I don't like it. It's a kind of purist point of view. It's completely different, so it's very interesting of what thinks other players, because they like to make shows, because to show what is chess for everyone, for the mass. To develop chess, it's better to play quick chess. But your point of view also is very interesting. And okay, so how is your tournament here? My tournament now I'm not very well situation. I have -1, so I have to play now very carefully, because if I lost more games, it will be very bad situation. So I must to wait some mistakes of my opponents. This is my strategy. I want to improve my tournament situation. If I will be 50% at least, I can again take a risk in some game, but not now. I have to be very careful. You know Vladislav Tkachev, the French grandmaster from Russia also, and he play many match, strong match against players, and maybe this system is interesting, because what do you think about this system of 8 games, for example, of long chess? No, for me, very nice system, I think, because I feel like hungry to match, because I very long time until 1994 not play any match. So I with pleasure will play match against some French players. It's not problem. For example, against Joël Lautier, if will possible to organize such match, or another French players. So I want to play match with strong players very much. I hope that I will again to play match. I think it's a match I am stronger than in the tournaments. And how is your preparation for chess tournament? You make sport and you work a lot? Yes, sport, of course, theoretical preparation, psychological preparation, but psychological preparation isn't my good side. Psychologically I'm not so strong. For example, if I lost, it's too big shock for me. It's difficult. Yeah, but there's one good thing is to know what is your weakness. I know, but not so easy to improve it without helping. But I don't know people who is psychologically specialist and at the same time must be a specialist in the chess. It's difficult to find such men, so I must to fight myself with my own weakness. So you think to be a strong chess player, it's good to have a team, to have people to help you to be stronger? I have no team. I have some chess colleagues, some friends, but it is not team yet. Because for me, very difficult part relation with people. If
is a team, for example, it must be not one people, must be maybe 5 people. It's not easy for me coordinate 5 people. Always some problems. Not so easy, but maybe I will try again to make some team to try. Yeah, and also for your opponent, if you, for example, I see many second players there coming, and I think it's good for players to have friends, because other players are afraid maybe of some preparation or some help, psychological or thing like this. That's true, but not only afraid. For me, usually I go to a restaurant and almost always sit alone. It's not so pleasant. Around me some companies of chess players. I usually alone. What you will be to eat? Okay, I will drink beer. Okay, some meat or fish, but alone. Okay, what is your next tournament after? I'm not sure about my next tournament. Maybe it will be tournament in Lviv, but it's in May in Ukraine. But I'm not sure it will be tournament or not. And in June I will play in Frankfurt Rapid Chess. Again, Rapid Chess. Again, yeah. And you are Ukrainian, yeah. And Ukraine is a very strong place for chess. And can you speak about Ukrainian chess? Yes, there are many strong chess players. For example, Belyavsky, Romanishin, Malanyuk, Onishchuk, and young grandmaster Ponomaryov. But chess situation in Ukraine not very well, because almost no tournaments in Ukraine, especially strong tournaments. Difficult to hear about it in Ukraine. Okay, so thank you. Voilà, donc le grand Vassili Ivanchuk, là il s'est lâché. Hein. Oui, interview extensive de Vassili Ivanchuk, ce joueur d'exception, qui est resté un enfant et qui s'en rend parfaitement compte, puisque il n'attend pas plus de lui-même que ce qu'il ne peut donner apparemment. Ouais. Il est très conscient que c'est un extrêmement fort joueur d'échecs, mais que pour tout ce qui est du reste, c'est des problèmes qui apparemment ne l'intéressent pas. Il a arrêté il s'en désintéresse un petit peu. Et il en est parfaitement conscient. Alors reprenons les points un par un qu'il nous a raconté dans son tournoi. Alors, il y en a beaucoup. Donc alors déjà sur le jeu, il est clair qu'Arnaud, et peut-être toi aussi, je crois que c'est ton cas, il préfère de loin. Enfin, il aimerait d'abord que le championnat du monde d'échecs reprenne un calendrier plus normal, et il aimerait pouvoir jouer plus de tournois, de parties classiques, donc de 2h40 coups, enfin une partie officielle. On attend beaucoup de choses de la fédération internationale, mais peu de choses arrivent, mais bon. On est un petit peu dépendant du bon vouloir du président et de son argent. Et de son argent. Oui, donc ça c'est pour la touche caritative. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de la touche échiquienne, au niveau effectivement, il n'y a pas de championnat du monde organisé. Les parties longues, c'est clairement ce qui plaît plus à Ivanchuk, et il trouve que son jeu devient trop primitif quand il joue des parties rapides. Comme quoi, c'est vraiment un joueur qui joue pour la partie, pour la qualité de la partie, et non pas pour le résultat, puisque les joueurs dits compétitifs, les joueurs sportifs qui cherchent avant tout à gagner, préfèrent gagner 5 parties semi-rapides qu'une partie longue, alors que Ivanchuk préférera gagner une partie longue. Perdre une partie longue jolie que de gagner 2 semi-rapides. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la qualité de la partie. Aussi, oui, tout à fait. Donc il nous a expliqué ça. Pour sa situation dans le tournoi, au moment de l'interview, il avait -1, et là, il sentait que psychologiquement, il allait défaillir s'il tombait plus bas. Et donc il a dit, maintenant j'ai -1, je ne prends plus de risques, j'espère qu'un de mes adversaires va faire une faute, ce qui me mettra à la moyenne, donc sans prendre de risques. Et une fois que je serai à la moyenne, à ce moment-là, je pourrai commencer à jouer, à me défouler un petit peu, et à commencer à prendre un peu des risques, à chercher à exprimer tout simplement mon jeu. Mais il a peur du choc psychologique s'il descend encore plus bas que -1. Oui, il le dit clairement, il se sent instable en cas de défaite. Oui, tout à fait. Oui. Le point suivant de cette interview de Jean-Luc Chabanon, c'est en ce qui concerne les matchs. Ouais. Donc Vassili Ivanchuk, effectivement,
puriste du jeu est très convaincu par le match, puisque... Alors les matchs, c'est un adversaire contre un autre, et on fait 6, 8, 10 parties, et le meilleur des 10 gagne le match. Oui. C'est la différence des tournois, on rencontre des joueurs différents. On avait dit que Kramnik, par exemple, était un joueur de match moins bon que de tournoi pour l'instant. Oui, alors qu'à Nantes, effectivement, on joue mieux en match qu'en tournoi. Vassili Ivanchuk, lui, a eu très peu d'occasions de jouer de match. Donc mais par contre il aime ça. Je veux dire, le principe lui plaît énormément, puisque dans un match on va approcher d'une partie idéale entre deux adversaires, a priori. On peut voir ça comme ça, puisqu'après chaque partie les joueurs vont améliorer leurs ouvertures, vont améliorer la qualité de leur partie, et donc on va s'approcher vers une sorte de partie idéale entre deux adversaires. Entre deux adversaires, et il proposait, il a tendu la perche pour jouer contre un Français, et il a proposé Joël Lautier. Voilà. Il a proposé Joël Lautier, mais il a dit que n'importe quel Français fort ferait l'affaire. De toute façon, il est prêt à jouer un match contre, a priori, n'importe qui dans le monde. Donc Arnaud Houchard, oui, n'importe qui, ça pourrait être moi. Non, des candidats pour joueurs français. Bien sûr, j'accepterai demain un match sans condition d'ailleurs, financière pour ma part, juste pour le plaisir de le jouer. Mais je pense que Vassili ne jouerait pas un match comme ça pour le plaisir, et je pense que l'organisateur devra certainement et puis vu qu'il oublie son chèque quand il part, on peut s'arranger. C'est un joueur intéressant à inviter. faut voir. On peut rappeler d'ailleurs, Arnaud, ton classement français, parce que t'es quand même pas, t'es loin d'être dans les choux, quoi, je dirais, au classement, puisque tu fais partie des 10 meilleurs français, et même mieux. Mon prochain classement en juillet sera aux alentours de 25-40 pour juillet. Actuellement, il est à 25-13, mais j'ai gagné des points dans les tournois que j'ai fait. 2540, ça te mettra dans le top 5 en fait. Voilà. Dans le top 5, donc tu fais partie des 5 meilleurs joueurs français, donc tu es l'un des candidats possibles pour Ivanchuk. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, donc, il a parlé de son état psychologique, et donc il aurait souhaité avoir une équipe autour de lui, disons comme les autres joueurs ont d'ailleurs à Nantes, Leko, Kasparov, de secondants, donc de joueurs qui analysent et qui aident aussi à préparer les matchs. Oui, alors effectivement, mais il a longtemps cherché apparemment un joueur qui soit et très bon joueur d'échecs et psychologue. Il n'en a pas trouvé malheureusement, il a dit que c'est extrêmement dur à trouver. Maintenant, pour ce qui est de manager une équipe de 4 ou 5 joueurs, qui est une condition sine qua non pour devenir fort aux échecs, il ne se sent pas capable de la gérer. Il a dit ça clairement. Donc ça, c'est une des limites de Vassili Ivanchuk actuellement. Psychologiquement, quand il perd, il a un choc. Jean-Luc Chabanon a très bien réagi, il lui a dit mais si tu connais ton défaut, pourquoi tu ne fais rien? Et là, il a dit simplement mais il n'y a rien à faire, j'ai beau le savoir, c'est très facile à savoir, mais c'est quasiment impossible à résoudre. Donc en fait, il est très clairvoyant de ce qu'il est réellement, mais il n'arrive pas à progresser tout simplement de ce côté-là. Et dernier point, donc on a parlé donc Vassili Ivanchuk est ukrainien, et donc on a parlé Jean-Luc Chabanon lui a demandé de parler des échecs en Ukraine. Il a cité donc les grands joueurs ukrainiens, Onichuk, Ponomariov, le jeune grand maître aussi. Romanichin, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'était quelques-uns. Et donc, par contre, effectivement, il a dit que c'est pas en Ukraine qu'il peut jouer des tournois. Donc, ce qu'il rêve, donc lui, c'est de jouer plus de tournois ou de matchs, puisque bon, c'est pas le pays le plus développé au niveau de l'organisation. Évidemment, au niveau des échecs, par contre, c'est un des meilleurs pays du monde. Oui, tout à fait. Comme toute ex-république soviétique, l'Ukraine a une forte tradition échiquienne. Les Ukrainiens jouent très bien, et donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de tournois forts organisés. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que Arnaud pense d'Ivanchuk de manière générale. Moi, je pense que c'est un chevalier des échecs. Il est extrêmement fair-play. Il a un petit peu les mêmes similitudes avec Shirov et aussi avec Fischer. Je pense que ce sont peut-être des joueurs qui finiront leur vie seuls, parce que des gens qui sont vraiment à fond dans les échecs, qui ne regardent pas autre chose. Je pense pas que ça aurait été des joueurs qui auraient forcément réussi ailleurs. Je pense qu'ils sont typiques des joueurs d'échecs, comme on pourrait les voir dans certains romans, jusqu'au boutiste et passionnés. Et la différence peut-être avec Fischer, c'est que Ivanchuk est gentil, et c'est peut-être là son problème. C'est parce que Fischer était méchant. Fischer était méchant, c'est peut-être ce qui lui a permis d'écraser ses adversaires. C'est possible. Analyse de Arnaud Houchard, donc psychologique sur la progression des champions. On va venir tout de suite maintenant donc sur la partie du jour. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette partie d'abord sur la vidéo, puisque vous allez l'avoir plein écran, et aussi à votre droite en cliquant sur l'icône PGN ou sur l'icône jouer qui vous donne une applet Java pour suivre la partie avec nous. Voilà. Donc cette partie donc entre Vesselin Topalov et Gelfand. Donc Topalov a parlé tout à l'heure donc de cette partie. On va maintenant la voir
la voir se dérouler tout simplement. Oui, tout à fait. Donc on va la voir assez brièvement, puisque cette émission ne touche pas vraiment à sa fin, mais est presque terminée. Non, il reste quand même 12 minutes pour voir les points importants. Les points importants de cette partie. Donc c'est une Sicilienne Najdorf. Donc on va passer rapidement sur l'ouverture qui est très connue et très théorique. On a déjà commenté de nombreuses Najdorf dans les émissions précédentes de Diagonale. D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3. Cavalier C3. Donc là, A6, c'est le coup de la Najdorf. Le coup qui caractérise la Najdorf. Arnaud, je pense que tu connais bien la Najdorf. Enfin, je t'ai vu jouer ça plusieurs fois déjà. Oui, j'ai arrêté de le jouer justement parce que c'est devenu un système où il faut être à la mode et au courant des dernières parties. Et par fainéantise, j'avoue que j'ai zappé ce début. Donc tu changes de système. J'ai joué des systèmes plus personnels, moins bons, mais à la limite, voilà, plus personnels. Oui, tout à fait. F3, donc un des coups à la mode. E6, fou E3. Donc là, les blancs font ce qu'on appelle une attaque anglaise dans la sicilienne. Le plan maintenant, c'est très simple, c'est de mettre la dame en D2, de faire le grand roc. Donc le roi très vite à l'abri. Et ensuite, on avance ces deux pions-là, les pions G et H, vers vraisemblablement ce que sera la position du roi noir. C'est-à-dire, on peut s'attendre à ce que le roi noir fasse petit roc et soit là. Donc on veut être prêt à avancer ces deux pions vers... Oui, plutôt de ce côté-là, puisque le côté dame, voilà, ça y est, tout de suite, d'ailleurs, les noirs expliquent qu'eux, ils vont essayer d'attaquer contre la future cachette du roi blanc. Oui, tout à fait. Ils ont la colonne semi-ouverte C pour cela. Dame D2, cavalier BD7, G4, ça y est, on y va. Donc là, la menace, c'est G5, G4, G5, puisque après ce coup, le cavalier F6 serait en prise et serait obligé d'aller sur des positions un peu désagréables. Donc H6, on s'oppose à ce que le cavalier soit chassé. Donc là, ça y est, grand roc, comme tu as dit, ça y est, le roi est à l'abri. Il manque plus aux blancs qu'à développer leur fou de case blanche et de balancer leur pion. Ça y est, enfin, ils ont leur plan qui est tout tracé en fait. Le plan est tout tracé, le fou de case blanche peut rester à la maison. Maintenant, il faut jouer H4, bouger la tour, par exemple tour G1 et G5. Très simple. Fou B7, H4. Voilà. Donc là, les noirs sont obligés de réagir violemment. Parce que sinon, là, ils n'ont pas de. Pour l'instant, s'ils ne réagissent pas, évidemment, du côté où les pions blancs avancent, ils sont en infériorité. Bah, c'est-à-dire qu'ici, les noirs ont deux coups à jouer. S'ils jouent fou E7 et petit roc, ça va tourner à la boucherie. C'est-à-dire que si on va mettre le roi en G8, il y aura G4, G5 et ça va être perdu très vite. Ici, les blancs doivent réagir au centre. Le célèbre principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, attaque sur les ailes, réaction au centre. Donc ici, c'est les blancs qui attaquent sur l'aile droite. Il faut donc réagir avec le coup naturel dans la sicilienne, qui est cette avance libératrice D6, D5. Non. B4. Oui, B4. On commence par B4, attaque le cavalier. Et là, sur cavalier B1 ou cavalier E2, on joue le coup D6, D5. Donc le coup choisi est cavalier A4. Donc qui est différent, et là, D6, D5 est plus risqué pour les noirs. D6, D5, je sais pas Arnaud, toi qui connais bien cette variante. Je ne sais pas, c'est peut-être un coup qui a été joué auparavant, mais il est sûr que la case G6 est assez affaiblie lorsqu'on fait G5 et G6. Après avoir échangé les pions H, on n'a plus le pion H7 qui contrôle G6. Donc c'est un peu technique là. Le pion E6 devient assez faible. Montrons les concepts généraux. Je crois qu'il existe après D5, c'est une grande variante, on joue fou H3. On joue fou H3 et on menace déjà G5, G6. Et le pion E6 est sous pression. On va expliquer ça parce que sinon. Alors expliquons calmement ce que vient de dire Arnaud. Voilà, oui. Donc qui a été très vite. C'est-à-dire qu'en fait. Arnaud voit tout, mais. Donc le pion noir n'est plus en H7 vu qu'il a été avancé jusqu'en H6. Oui. D'accord, il a avancé d'une case. Maintenant, si les blancs arrivent à mettre un pion sur cette case G6, ils vont envoyer une sorte de bombe atomique dans le camp noir. C'est-à-dire que le pion F7 va disparaître, forcément, il ne sera plus en F7, soit il avancera, soit il prendra, soit il se fera prendre. 3 possibilités. Et dans tous les cas, le pion en E6 deviendra cible directe du cavalier D4. Donc ça, c'est le plan des blancs. Un pion central, donc très important, qui est fondamental dans cette position, sinon les noirs perdraient tout contre-jeu. Oui, effectivement. Donc G5, G6, c'est la menace gagnante. Alors sur D5 fou H3, ça rappelle un peu la partie Kasparov-Vandveli. Voilà. Qu'on avait analysé. Qu'on avait vu. Donc je vous invite à la revoir pour avoir de plus amples détails sur cette ouverture. Donc ça c'est une partie qu'on avait vue. le traducteur Éloi. C'est une partie qu'on avait vue en janvier, pour vous y repérer. Donc vous allez retrouver ces idées-là qu'on vient de dire rapidement. Dame A5. Donc attaque le cavalier A4. Attaque le cavalier A4. B3, a priori coup forcé. Donc on protège le cavalier tranquillement. Cavalier C5. Donc tout ça théorique, c'est anciennement la partie Topalov-Kasparov.
du tournoi de Visconti. Donc en fait, Topalov sait très bien où il va parce qu'il a déjà joué cette partie avec les Noirs. Donc c'est là où on peut rentrer un peu dans la. Oui, qu'est-ce que c'est que la préparation? Il a perdu avec les Blancs, je crois, contre Kasparov cette partie. Il y a eu une partie entre 2 joueurs à 2700 aussi, entre les deux. Je ne sais pas si Kasparov était. Non, mais alors ce qui est important, Arnaud, de noter peut-être, c'est que donc Topalov connaît très bien cette position. Donc là, s'il la rejoue, c'est forcément qu'à un moment donné, il va essayer de changer par rapport à sa partie contre Kasparov qu'il avait perdu. Bien sûr, et là il a. Donc ça s'appelle une préparation. C'est une préparation, et c'est très important d'avoir une préparation dans les positions où on a perdu où on a perdu le fil, parce que l'adversaire souvent se prépare et voit qu'on a perdu sur telle ou telle ligne et n'envisage pas vraiment ne jette pas un coup d'œil vraiment sérieux. Bon, il a perdu, il s'est fait écraser. On va passer plutôt à des ouvertures où il va jouer. On n'imagine pas que Topalov rééditera la partie contre Kasparov. Bien évidemment, il a changé de variante, mais je pense que ça a été un avantage pour Topalov d'avoir perdu cette partie contre Kasparov, et effectivement là il peut improviser plus facilement. Tu penses que ça crée un effet de surprise? Voilà, parce que ils ont joué tellement de parties, des milliers de parties parfois, que quand on voit plutôt là où l'adversaire a des bons résultats. Donc quand il a perdu une fois sur une variante, on n'imagine pas qu'il va rééditer cette partie. Bon alors allons-y, parce que là on va être pressé par le temps après, sinon il reste 8 minutes. Non mais c'est vrai, c'est dommage parce que A3, donc le y a beaucoup de choses à dire sur ces préparations. Le clouage, vous voyez que le pion B4 est cloué puisque la dame A5 serait en prise si jamais le pion B4 venait à bouger. Donc là c'est un petit thème tactique. Un petit thème tactique qui fait que ça va gagner un pion pour les blancs, puisque le pion B4 on peut pas le défendre, donc on essaye cavalier prend A4 coup intermédiaire. Mais les blancs prennent d'abord le pion avant de prendre le cavalier, sinon ils auraient eu une mauvaise position. Oui, tout à fait. Donc la dame est attaquée, doit partir. Donc après dame C7, ça y est, maintenant on prend le cavalier, et au passage on a gagné le pion B4. Donc une petite pointe tactique à voir, voire à revoir même. D5, donc ici le fameux coup libérateur. Maintenant effectivement, tout a l'air correct pour les noirs, c'est-à-dire qu'ils ont un pion de moins, mais si jamais ils arrivent à sortir leur pièce, le roi blanc est très très faible. Vraiment très faible, oui, parce que notamment le pion B4 qui commence à être sous le feu du fou F8. Donc ici, la position des blancs est très précaire. Il faut que les blancs calment le jeu et essaient de fermer cette position. Donc il joue E5 avec un piège sur dame prend pion E5. Dame prend pion E5, fou E3 en F4. Et la dame est prise. La dame enferme la dame. Donc la dame est prise et sera perdue contre une pièce mineure au prochain coup. Voilà, exactement. Cavalier D7, forcé. Et maintenant F4. Donc là, apparemment, les blancs stabilisent la position. Enfin, surtout, ils vont jouer C3 et A5 avec un pion de plus. Ouais. Et maintenant, les perspectives d'attaque vont être de leur côté. Cavalier B6, les noirs ne laissent pas souffler. Donc là, on est encore dans la théorie des ouvertures. Maintenant, je crois que c'est là que les blancs avaient joué A5 dans la dernière partie entre jouée. Topalov et Kasparov, les blancs avaient joué A5. Donc là, c'est là où Topalov sort son fusil. Oui, c'est-à-dire qu'il reprend un coup qui a été joué dans une partie de très bon niveau, avec des très bons grands maîtres. Il joue le coup de 19 F5 qui est sujet en ce moment de tous les débats théoriques. C'est les fameux débats dont Arnaud parlait, où chacun cherche à être à la pointe. Alors là, l'idée, c'est de casser ce fameux point E6 qui tient on peut montrer la structure noire là, des pions. C'est ces trois pions-là qui, en fait, tiennent la position noire, on peut dire. Donc si ce point E6 disparaît, on peut dire que la position noire saute. Oui, tout à fait. La position noire s'écroule. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, puisqu'après cavalier prend A4, coup naturel, pion prend E6, le coup que Gelfand a sous-estimé, pourtant positionnellement très très fondé, casse la structure de pion des noirs. Donc ici, sur pion prend E6, suivrait cavalier prend E6, tout simplement, avec un pion de plus. On attaque la dame, il faut que les noirs répondent. Et on n'a toujours pas roqué, ce qui fait que c'est probablement... on ne peut pas tout voir, les variantes, mais grosso modo, sont assez de thèmes suffisants pour démontrer qu'on peut gagner la partie. Boris Gelfand joue grand roc. Pion prend F7 maintenant. Donc ici, les blancs ont 2 pions de plus. Et en plus, maintenant, les noirs ont mis le roi, disons, du mauvais côté, puisque le roi noir est du même côté que le roi blanc, ce qui défavorise l'attaque. Donc en fait, le matériel commence à jouer. Maintenant, les noirs ont encore des cartouches à jouer. Cavalier C3, coup qui semble fort, puisque le fou F8, maintenant, attaque le pion de B4. Voilà, ça intercepte la dame blanche qui protégeait le pion B4. Et ce cavalier en C3, évidemment, fait peur, il fait peur. Et ici, Topalov, en fait, voilà, s'en fout. Tranquille. C'est-à-dire, il joue E5, E6, il avance ses pions passés. Donc on sait qu'un pion arrivé à la 8e rangée adverse fait promotion. Donc ici c'est le but de Topalov, il avance ses pions. Et il y a une autre idée, effectivement. Fou prend B4. Donc là la menace des noirs,
tout simplement, c'est fou à 3, échec et mat. Fou à 3, échec et mat, oui, tout à fait. Il y a d'autres menaces, par exemple cavalier à 2 qui gagne la dame, mais fou à 3, échec et mat, c'est de la menace dans cette position. D'ailleurs, Vesnin Topalov l'a vu. Il joue au 23e coup, donc si vous êtes sur la plaide, dame D3, pour se donner la case de fuite pour le roi. Donc ça veut dire que Topalov a calculé tout ça, et si on écoute bien l'interview, mais si on écoute bien l'interview, Arnaud rigole, mais il ne faut pas rigoler avec Topalov. Si on regarde l'interview, il savait déjà que la position est gagnante. Voilà, il avait préparé et non calculé. Ouais, il avait calculé, notamment avec un ordinateur. Donc il savait déjà à ce moment-là que c'est gagnant. C'est Gelfand qui est tombé dans un piège en fait. Gelfand est tombé dans un piège d'ouverture, oui, tout à fait. Moi aussi, la position est quand même pas encore totalement claire. Non, mais d'après l'interview, il savait que c'était gagnant. Oui, et Topalov a joué la partie extrêmement vite. Donc ici, Gelfand essaie de saisir sa chance. Cavalier à 2, échec. Roi B2. Donc, oui. Fou C3, échec. Beaucoup d'échecs. Ici, effectivement, c'est là que l'ordinateur devient assez important, puisque le roi blanc est obligé de monter sur des cases un peu surprenantes, a priori. Maintenant, roi B1. Roi B1, donc oui, si on montait le roi, on se faisait mater. Effectivement, roi B1, c'était la seule case, puisque sur dame C7, en B6, échec, qui semble gagnant, qui semble mat, le cavalier D4 revient en B3. Tranquillement. Et là, la défense devient stable pour les blancs, et finalement, ces deux pions E6 et F7 vont faire la différence. Donc c'est ça qu'il fallait voir, c'est que les noirs ont un semblant d'attaque, mais en fait, en jouant très précis avec les blancs, on arrive à repousser cette attaque, et donc l'avantage des pions gagnés est un véritable avantage de gain. Oui, exactement. Maintenant, cavalier B4, a priori, il semblerait que les noirs ont toujours beaucoup de jeux. Oui, parce que la menace, c'est cavalier prendre dame. Mais ici, Topalov a tout prévu, et il joue le coup superbe, fou F4. C'est vraiment un très joli coup. Alors pourquoi? Alors fou F4, voilà. L'idée, sur cavalier, B4, prend dame D3, on joue évidemment fou F4, prend dame C7, et là, les deux pions vont se révéler vraiment trop forts, puisque la dame ne contrôlant plus la case E7, puisqu'il n'y a plus de dame, il n'y aura plus qu'à jouer E6, E7 avec deux pions sur la 7ème, et ça c'est gagnant. Maintenant, autre possibilité, si la dame prend le fou F4. Oui, c'est un peu plus logique, hein. Le fou est en prise, voilà. On se demande... La dame vient prendre ce fou F4, et bien à ce moment-là, le fou C3 n'est plus défendu, et c'est la dame blanche qui vient le prendre avec échec, et même raison que tout à l'heure, les deux pions vont encore gagner la partie. Oui, mais en plus, le cavalier B4 est en prise, et les noirs ne peuvent pas le rapatrier, puisque sur cavalier C6, les noirs, le cavalier blanc peut prendre. Oui, il y a d'autres éléments encore. Il y a d'autres éléments, ça a l'air de gagner une pièce. On voit quand même l'avantage du cavalier bien centralisé qui bloque le pion et le fou B7 noir qui est une pièce morte. Peut-être on peut montrer effectivement. D'un point de vue stratégique, l'explication aussi, à part les pions, en plus des pions passés, c'est que le fou B7 manque d'activité et est bien bloqué. Donc ce fou, effectivement, B7 est bloqué par son pion D5. Alors le cavalier qui est en D4, il est multifonction. Il est multifonction, il défend. Il bloque le pion adverse, donc il bouche le fou. Il soutient mais ça l'empêche pas de contrôler des cases dans le camp adverse. C'est l'avantage du cavalier. C'est le cavalier centralisé, contrôle mauvais fou, tout à fait thématique. Donc le cavalier est toujours bon pour bloquer des pions. Oui. Dame C5 ici, il fallait bouger la dame et continuer à défendre ce fou. Et là, Vesnin Topalov trouve une manœuvre originale. Dame F5, menace E7, échec. Alors peut-être on peut montrer la menace. Quasiment mat. Échec à la découverte. Alors, le roi noir ne peut pas se soustraire à cette menace puisque le fou F4 empêche le roi noir de bouger. Le fou empêche, le roi noir n'a pas de case, donc on ne peut pas empêcher cet échec possible E6, E7, sauf par le coup de Gelfand, il trouve quand même le dernier coup. G7, G6, voilà. Et maintenant, conclusion, dame E5, menace dame B8, échec et mat, imparable. Voilà, on ne se laisse pas prendre par l'idée de prendre le pion G6 qui aurait permis au noir de se refaire une santé et donc de créer des nouvelles menaces, mais on en crée une nouvelle, dame D6, menace mat en B8, parable au prix d'une tour, puisqu'il faudrait jouer dame D6, et sur lequel dame prend D6, tour prend D6, fou prend D6, gagne une tour, et on a toujours les deux pions qui vont faire dame. Oui, tout à fait. Bon, alors à noter que c'est un temps près, c'est-à-dire que si les blancs n'ont pas cette menace de mat, les noirs jouent fou prend D4 et c'est eux qui gagnent la partie. Ouais. Donc ça s'est joué à un temps près, mais Topalov avait tout calculé. Donc en fait, on peut dire c'est une jolie partie qui est esthétique. Il faut savoir que pour les joueurs, par contre, c'est assez important de le noter, c'est une préparation de Topalov. Donc lui, disons, a commencé à jouer que très tard dans la partie. C'est au fameux coup, alors je ne sais plus quel coup c'était exactement, le coup... Bon, Topalov était préparé pratiquement jusqu'au bout, on peut le dire. Le coup 5, ce qui n'empêche pas que la qualité de la partie est très belle, peu importe comment finalement il a obtenu cette position. Voilà, donc on va terminer cette émission. Voilà, donc je vous dis donc à la semaine prochaine avec un spécial Grand Prix de Bordeaux.